sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans pub de la Fédération anarchiste. Nous sommes le 11 avril 2017. Le fond de l'air est frais, mais le ciel est bleu. L'émission Araka qui accueille aujourd'hui, et c'est quand même assez exceptionnel, hein, faut le dire, entre nous, hein, Geneviève Marot, une illustratrice, mais pas que, elle écrit aussi. Elle illustre et elle écrit ses bouquins qui ressemblent à des bouquins de BD, mais pas faits d'une manière très classique, vous savez, des petites, comment on appelle ça, des lucarnes, non, c'est un nom, enfin bref, des bulles, cases. Des cases, voilà, des cases. Là, il n'y a pas de cases, elle a foutu les cases dans l'air, bon. Et elle écrit, elle voyage, et c'est quelqu'un, comment dirais-je, une exception humaine, quoi, parce que bon, des gens de son acabit, il y en a pas tellement, et quand on en rencontre, on se sent un peu paumé, quoi, parce qu'on se dit que est-ce que ça existe vraiment, on se pince, on se berlure un peu quand même, voilà, mais non, elle existe, c'est vrai, elle est là. Et son travail est là aussi à côté de nous, de ma camarade Piquet-Cou et de moi. Et donc, on va commencer. Enfin, je vais vous dire quelques mots sur elle, et puis après, on la lâche dans la nature, elle se débrouille. C'est une étudiante brillante qui sort de Penningen avec une mention très bien. Alors là, il faut le faire quand même. Penningen, c'est pas, comment dirais-je, le cours du soir municipal hein, pour les artistes en herbe. Non, c'est un truc quand même un peu... Bon, voilà. Il en sort des pointures, dont celle-là, quoi. Geneviève Marot, c'est pas celle-là, hein, c'est Geneviève Marot, quoi, voilà. Elle sort de Penningen, elle a une enfance heureuse, semble-t-il, a bourlingué sur toutes les mers du globe. Il y en a qui bourlinguent dans les rues de leur banlieue, mais bon, il y en a d'autres qui peuvent bourlinguer sur toutes les mers du globe, et tant mieux pour eux. Surtout si ça les transforme en Geneviève Marot, quoi, voilà, parce qu'il y en a qui bourlinguent, et puis voilà, c'est tout ce qu'ils foutent, quoi. Non, mais elle en a tiré quelque chose, en tout cas dans son âge adulte. Hein, voilà. Est-ce qu'elle est bien adulte? Ça, c'est autre chose. C'est encore une autre question. Ça ne regarde pas. Enfin, pour faire des choses comme ça, il faut rester quand même un petit peu un enfant, je crois, parce qu'il y a une innocence dans ce travail. Voilà, bah vous allez l'écouter. Hein, elle sait très bien parler de son boulot, de ses envies, de les choses auxquelles elle croit. Voilà, et sous son côté, enfin, avec son côté un peu timide. Je crois qu'elle l'est vraiment, mais bon, je suis pas psychologue ni psychiatre non plus. Elle cache quand même une énergie assez redoutable. Hein. Quand vous voyez son boulot, vous êtes tout de suite un peu fatigué. Elle a pour l'air, elle est fatiguée. Bon, voilà, elle fait ce partage évidemment entre son travail, sa création artistique, des cours, voilà, les interventions en milieu scolaire, et ça n'arrête pas vraiment. Elle est encore en train de préparer un bouquin, alors qu'elle vient d'en finir un. Bon, voilà, Geneviève, bonjour, merci d'être venue, c'est gentil, parce que tout le monde ne répond pas à nos invitations. Alors, bonjour, et puis surtout, merci, je suis ravie, moi, de me retrouver dans le studio de Radio Libertaire, à nouveau. Bon, et ben maintenant tu vas te mettre au boulot. Alors. Ça va être dur après, après ce portrait d'être à la hauteur. Ben non, t'es en dessous de... Le portrait, il est pas vraiment exhaustif, hein, parce que bon... là, je voulais... Son dernier c'est pas ton dernier bouquin, Sous les tamariniers de Betioki? Si, c'est le dernier. C'est le dernier. Enfin, oui, c'est le dernier. Il y a le reportage dessiné, là. Ouais. Alors, vous savez, une BD classique, hein, c'est 60 pages. Là, il y en a plus de 120, je sais plus combien, enfin... Oui, 122, 123, tenez, c'est pas fini, hein. 124, 125, 126, 127. Ouais. Alors, à partir d'un certain nombre de pages, on appelle ça un roman graphique, mais bon, moi, je trouve ça un peu prétentieux. Donc, c'est une BD, quoi, donc c'est une BD, voilà. Ouais, une BD, ben. Oui, et puis, bon, et en plus, c'est une BD, c'est un reportage en même temps, c'est une histoire vraie, qu'elle a vécue à Madagascar, voilà, elle a accompagné, donc on te laisse la parole, parce que bon, c'est plus intéressant de t'écouter que mon blabla. Oui, donc c'est effectivement, c'est une BD sur l'histoire d'un petit garçon dans le sud de Madagascar. Ce petit garçon, il a une particularité, c'est qu'il est prodige de l'accordéon. Et effectivement, c'est une histoire vraie, puisqu'elle m'a été racontée par le héros de ma BD lui-même, qui s'appelle Jean Pissou, en
en malgache, le O final, enfin les O se prononcent OU. Voilà, donc c'est Jean Pissou. Ça s'écrit Jean Pissot. Bon. Voilà. Et j'ai rencontré ce monsieur en faisant un reportage dessiné en 2010. J'ai été envoyée par le producteur d'un orchestre de musique traditionnelle malgache à Madagascar pour faire un reportage dessiné sur les 10 musiciens qui constituent cet orchestre. Voilà. En fait, au départ, ce producteur, qui est un ami, m'a proposé de faire la communication visuelle de l'orchestre, puisque cet orchestre finissait d'enregistrer son premier CD à Tana, à Antananarive, la capitale de Madagascar. Et puis il venait en France quelques mois après pour une deuxième tournée. Voilà. Et donc, comme pour d'autres orchestres, ils me demandent l'affiche, des choses comme ça. Et en fait, Madagascar, c'était un truc qui me trottait dans la tête depuis quelques années, parce que j'avais fait un travail sur le Cambodge il y a quelques années, un carnet de voyage qui est sorti chez Gallimard. Et les gens qui voyaient ce travail, enfin, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, tiens, toi, vu ton travail là, ton plaisir à dessiner, à retranscrire les couleurs, la vie, et si tu vas à Madagascar, tu vas vraiment te régaler. Donc c'est resté coincé quelque part dans mes neurones. Voilà, et là, quand il me parle de Madagascar, je dis ah ouais, Madagascar, ouais, c'est... j'ai autre chose à te proposer, tiens. Voilà, tu m'envoies là-bas, et moi, je te fais un reportage dessiné sur les musiciens, je vais dans leur famille, je les rencontre, parce que la particularité de cet orchestre, c'est de rassembler en fait des maîtres de chaque région de Madagascar, de les mettre ensemble et de faire quelque chose qui est représentatif de la musique de Madagascar. Voilà. Donc il me dit banco, et là, super. Je pars avec mon petit sac à dos, mes aquarelles, mes carnets, sans rien connaître de Madagascar, donc un regard totalement vierge. Alors pour reprendre, merci pour le naïf. Et là, pour le coup, ouais, un regard naïf, parce que je savais même pas que ça avait été une colonie française. Enfin, voilà, je me suis quand même un petit peu documentée avant de partir, mais enfin... Voilà, c'est à peine si je savais le placer sur une carte, parce que je suis nulle en géographie. Bon, maintenant je sais, très bien. Puisque je rentre de mon 13e voyage à Madagascar. 13e depuis 2010, donc en 7 ans. On y reviendra. Voilà. Et puis je suis plongée dans la vraie vie des Malgaches, puisque je suis accueillie par les musiciens un peu un par un. Voilà. Ces maîtres, là. Exactement. Voilà. Dont plusieurs habitent à Tana, dans la capitale. Et puis, alors je vais pas révéler tout ça, puisqu'effectivement, comme tu disais, je suis en train de faire un deuxième livre, une deuxième BD en fait, qui va retracer cette découverte de Madagascar. Donc j'arrive à Tana, je fais mes dessins, je commence à faire la connaissance des 10 musiciens qui étaient là, qui venaient de terminer donc l'enregistrement du CD. Et puis se pose la question par qui je vais commencer. Voilà. Donc je propose de commencer sur ceux de Tana. Et le leader du groupe me dit non, en fait il vaut mieux que tu partes directement sur Tuléar, donc à 1000 km au sud de Tana, parce que y en a 2 là qui sont de Tuléar et qui reviennent donc chez eux. C'est mieux que tu partes accompagné par eux, mais tu vas prendre quand même l'avion. Je dis non, je veux pas prendre l'avion, je vais faire comme eux quoi, je vais en taxi brousse. Oui, bon, ils étaient très très inquiets, parce que bon, c'est un peu comme le Far West, encore il y a des attaques à ce moment-là, il y a avec la montée de la pauvreté, de la misère qui ne s'arrange pas d'ailleurs. Il y a régulièrement des attaques de taxi brousse, comme les diligences, voilà, dans le Far
Far West autrefois. Et je suis partie avec eux quand même. Donc avec Jean Pissou, l'accordéoniste du groupe, et puis Maninji, qui est une espèce de géant malgache. Il faut savoir que les malgaches sont généralement assez petits de taille. Et lui, alors, il sort du lot, quoi. C'est un géant. Et donc, il avait à ses pieds, dans le taxi Mbrousse, ça m'avait marqué un petit sachet en toile dans lequel il y avait une machette. Voilà. Donc, je me sentais à l'abri. Quand même, c'est... oui, bon. Enfin, relativement. Voilà, il s'est rien passé de particulier. Non. Et donc, tu arrives à 1000 km, là, mais ça vous avez mis combien de temps pour faire ça? Alors, ce voyage-là, ça a dû être entre 18 et 20 heures, un truc comme ça, parce qu'il y a toujours des petites pannes, il y a toujours des... C'était quoi son taxi, Bruce? C'était quel genre de bagnole? C'est comme un minibus. Minibus dans lequel on est bien collé, quoi. Bien, voilà. Avec, moi, j'avais les genoux en hauteur, parce qu'il y avait, je sais pas, enfin, j'étais mal placée. J'étais un peu en position de momie inca. Je suis arrivée avec les genoux bousillés. Voilà, un petit souvenir dans les rotules. Ouais. Et alors l'accueil, quand tu arrives sur leur territoire, là, c'est musicien? Très respectueux, très attentionné, un peu alors toujours la peur de me faire venir chez eux d'abord. Ils pensent que voilà, les blancs, donc les vasas, on est appelés les vasas, on peut pas manger comme eux, et on va pas vouloir, et puis il faut qu'on nous place à l'hôtel. En fait, rapidement, effectivement, ça a commencé comme ça, parce qu'ils imaginaient pas que je pouvais, en plus que c'était ma volonté, que c'était mon désir de vivre. Ça, c'était compliqué. Et puis il y a aussi une crainte d'être vu dans leur pauvreté. Donc ça prend un temps d'apprivoisement, de se connaître, de voir que effectivement, ça me pose aucun problème d'aller manger dans une gargote. Quitte j'ai un destin un peu fragile, donc forcément mais tant pis, c'est pas grave, je le fais, et je le fais avec plaisir, et puis en plus c'est bon, donc voilà. Quel genre de nourriture? Le riz, le riz, alors ça, c'est un malgache ne peut pas vivre sans riz. C'est pas possible. Matin, midi, soir. En partie, c'est cultivé à Madagascar. Maintenant, avec l'augmentation de la population, il y a pas mal d'importations, malheureusement, de riz qui vient du Pakistan. Voilà, c'est dommage, parce que franchement, ils ont tout pour avoir, pour se nourrir eux-mêmes. Enfin, après, il y a des problèmes politiques derrière tout ça. Bien sûr. On imagine. Ouais. Voilà, donc en fait, Jean Pissou va rapidement me faire rencontrer sa fille, qui est à l'époque étudiante en journalisme et communication. Elle me dit, tiens, vous faites un peu la même chose, ce serait bien que tu rencontres ma fille. Et on se lie d'amitié avec sa fille. C'est un moment très sympa. Donc je fais mon reportage que je raconterai volontiers quand je reviendrai avec ma deuxième BD, si je suis réinvitée ici. Bien sûr. Parce que je vais pas quand même tout révéler, ça serait dommage. Non, on parle d'abord de ton livre Sous les tamariniers, de Betioki. Et puis voilà, donc elle devient ma guide. Ma guide, on part toutes les deux après que j'ai fait mon taf. Je reste un petit peu dans le sud, je me dis je vais pas repartir tout de suite dans les autres villes, retrouver les autres musiciens. Je vais en profiter un peu, et elle m'accompagne. Donc c'était à un lieu qui s'appelle Anakao, que les gens qui connaissent Madagascar connaîtront. Et on part en pirogue, enfin des aventures à nouveau. Enfin tout ce qu'on fait, ça devient une espèce de truc aventureux.
il faut rien attendre en fait. Il faut pas avoir de programme précis à Madagascar, c'est pas possible. C'est pas la peine d'aller contrer les vents malgaches. C'est du temps perdu. Il faut à certains moments lâcher prise. C'est tout un apprentissage du temps, un autre espace-temps, et puis surtout il y a toujours des choses imprévues. On passe 2-3 jours absolument délicieux avec cette jeune fille, Tahiri. Voilà, et puis à un moment on reçoit un coup de fil de ses parents qui nous disent écoutez, il y a un cyclone qui est en train d'arriver, ça serait pas mal que vous rentriez d'Ardar. On était en pirogue, fallait traverser sur Tuléar. Donc dès le lendemain matin, avec nos 2 piroguiers, hop, on revient avant que le cyclone nous tombe dessus. Et puis à l'arrivée à l'embarcadère, moi je pense retourner à mon hôtel. Et là, il y a une espèce de comité d'accueil invraisemblable. Enfin, on était juste partis 2-3 jours, quoi. Il y a le pasteur, parce qu'ils sont très croyants là-bas. 98% des Malgaches sont croyants, voire plus, 99,5%. C'est très très important, on rigole pas avec ça. Donc le pasteur est là, il y a le chéri de Tahiri qui est là, qui me tend une patte molle, alors qu'elle m'avait dit ouais tu verras, il est super sympa, il est énergique, il est drôle. Ou un garçon tout mou là, qu'est-ce qui se passe? Et puis j'ai dit salut, on se revoit demain. Et là il y a le pasteur qui m'attraque et me dit non Geneviève, montez dans la voiture. C'est quoi ce rapt là? Non, je suis à côté, là, je vais rentrer à pied, ne vous inquiétez pas. Non, Geneviève, rentrez dans la voiture. Bon, je rentre dans la voiture. Et là, il y a la grande sœur de Tahiri. Tout le monde fait une tête d'enterrement et il m'explique que la maman de Tahiri vient de mourir dans la nuit. Voilà, donc je suis plongée dans un drame familial terrible. Elle est morte brutalement, comme ça. De toute façon, il n'y a pas de diagnostic là-bas. Il n'y a pas de moyen d'aller chez le médecin. Et quand on va à l'hôpital, c'est qu'on est déjà mort. Donc, voilà. Et bon, les choses se mettent en place. Et je suis invitée à participer aux funérailles dans le village natal avec toute la famille. Bon, comme j'ai du temps devant moi, puis je me sens un petit peu responsable parce que j'ai emmené leur fille, et que juste au moment où elle n'était pas là, ce qui est rarissime, sa mère meurt. Donc voilà, je suis embarquée là-dedans. Et cet événement, en fait, va forcément créer des liens très particuliers avec cette famille. Voilà. Donc je passe là-dessus et plusieurs jours après avoir vécu beaucoup de choses, je continue mon trajet. Et plus tard, ces filles envoient Jean-Pisse me rejoindre parce qu'ils apprennent que je vais continuer ma route toute seule. Et à Madagascar, je comprends très rapidement que c'est pas possible. Enfin, c'est compliqué de voyager en tant que femme seule. J'étais partie comme ça, avec l'idée de me balader comme je le faisais en Asie, au Cambodge, sans aucun souci, sans qu'on m'embête, et c'est pas du tout le cas à Madagascar. Donc voilà, je suis rejointe rapidement plusieurs jours après, chez un autre musicien, et je vais continuer un peu ma route avec Jean Pissou. Ce qui fait qu'il devient mon guide, et puis c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à me raconter plein d'anecdotes, enfin petit à petit, parce que c'est pas un grand bavard non plus, pas toujours, et je reste quand même la Vasa, donc à qui on raconte des choses, mais il faut pas déconner, on va pas tout révéler non plus. Donc c'est des choses qui vont se faire au fur et à mesure, pas seulement dans ce voyage-là, mais aussi quand ils vont venir en tournée en France. Moi je vais les suivre avec le travail que j'ai effectué sur eux. Mon travail est accroché en même temps que les concerts.
sur les différentes étapes de leur tournée en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, au Liechtenstein, je sais plus où on était. Enfin, on a pas mal baroudé encore après. Et puis aussi au cours de mes voyages successifs à Madagascar, pour différentes raisons. Et petit à petit, voilà, j'écris toujours en voyage, je dessine, mais j'écris aussi, j'ai mes carnets de dessin et j'ai mon carnet, mon journal de bord en fait. Et je m'astreins à écrire un peu chaque jour. Et voilà, donc les anecdotes de Jean Pissou rentrent dans mon journal de bord, petit à petit. Et au fur et à mesure des voyages, je me dis, bon, tout ce que je vis ici, il va falloir qu'à un moment donné, je les restitue à Madagascar, aux Malgaches, aux gens que j'ai rencontrés. Sous quelle forme je vais faire ça? Alors je peux faire ça sous forme d'un beau livre, entre guillemets, comme j'ai fait pour le Cambodge chez Gallimard. Et je me dis, en parlant avec mes amis, je me rends compte que c'est des gens qui ne lisent pas. Alors ils ne lisent pas, pourquoi? Pas parce qu'ils sont... parce qu'ils savent pas lire, ou simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter des livres. Le livre là-bas est un objet de luxe. Et les seuls livres qu'ils lisent, s'ils en lisent, c'est plutôt des BD. Alors, je me dis, bah voilà, moi je vais faire une BD. J'ai jamais fait de BD, mais là je vais faire une BD. Parce que je veux que ce soit lu par mes amis, je veux que ce soit cette restitution se fasse comme ça. Voilà. Et je propose à Vincent Henry, mon éditeur de La Boîte à Bulles, avec les carnétistes tribulants, on a déjà fait 2 livres sous forme de reportages dessinés. Je le rencontre. Alors, d'abord, il est un peu sceptique. Il me dit, ouais, vous, les carnétistes, vous savez pas ce que c'est faire la BD. Je dis, bah, j'essaie, j'ai envie de raconter ça sous cette forme-là. Je suis convaincue que c'est comme ça que je veux le raconter. Donc voilà, j'ai 2-3 projets là. Je te propose des histoires de ce petit garçon là. Donc une vision de Madagascar à travers les yeux d'un petit garçon. Il y a 60 ans, parce qu'il a 65 ans maintenant, donc il y a 50 et quelques. Sachant que Madagascar n'a pas tellement changé depuis. C'est toujours, enfin, la vie des villages est toujours la même. Il n'y a pas grande évolution. Et puis j'avais aussi ma découverte de Madagascar en bande dessinée, donc plutôt autobiographique, et puis voilà, d'autres idées. Donc il part sur l'histoire du petit gars. Voilà. Bien. On va faire une pause musicale et puis on prend ça tout de suite.
donc ça c'est un morceau du CD que tu nous as apporté, donc le CD de cet orchestre que tu as suivi. C'est un morceau qui s'appelle Andrano Kototo, et donc c'est Jean Pizou qui était à l'accordéon, j'imagine. Alors voilà, on vient d'écouter le morceau culte de Jean Pizou qui s'appelle Anjan Kutut. On répète après moi. Non. Mais c'est curieux parce que c'est pas du tout de la musique africaine, quoi. Non. C'est très éloigné, c'est très typique. Enfin, je veux dire, c'est très particulier. La musique malgache, c'est la musique malgache. C'est vraiment une identité forte. Et là, on a des rythmes du sud. Du sud de Madagascar. Donc, et ce morceau-là, il est connu de tous depuis, je sais pas, 40 ans, 50 ans, parce que c'est le jingle d'une radio. Tout Madagascar connaît ce morceau, et voilà, c'est étonnant. Ouais, ce morceau c'est ce héros de Sultamarini de Betioki qui l'a créé, quoi. Qu'il a composé, ouais, quand il était encore gosse, et voilà, donc il est vraiment connu pour ça, mais bon, il a fait plein de créations. Et d'ailleurs, bon, à 65 ans, Jean Pizou, il a toujours pas son album, donc ça c'est un truc vraiment qui me tient à cœur, que j'arrive un jour, voilà, à lui faire créer qu'il ait son album. Voilà, ça serait largement mérité, et tout le monde demande ça, mais bon voilà, c'est des problèmes financiers, et puis je suis pas productrice, c'est pas mon métier, mais je ferai ce que je peux, j'y arriverai. Oh, bah ça, je pas vraiment de doute. C'est bien, en même temps tu vas devenir productrice de musique, donc ça te fera une casquette de plus. non, c'est pas mon ambition, juste voilà. Non, mais pour ce jeune, oui, parce que si tu veux, quand tu vois la bouille du petit, là, t'as l'impression qu'il va être toute sa vie comme ça, quoi. Même quand il est vieux, il a encore la bouille de ce. Dans la BD, il a 7, 8, 9 ans. Et c'est vrai que il y a pas de photo, je suis partie vraiment de sa bouille à lui aujourd'hui pour imaginer, tiens, qu'est-ce qu'il pouvait avoir comme bouille quand il était gamin. Et c'est marrant parce que les gens qui le connaissent disent on le reconnaît bien. Ah oui, tout à fait. Mais j'ai relevé là, parce que je feuillette de temps. Il y a un truc qui m'a beaucoup plu, c'est l'hôtel où il est hébergé. 3 étoiles pour le chef. C'est leur destin. Il faut l'accepter, même si tu manges peu, au moins tu ne maigris pas. Voilà. Ça, je trouve que c'est quand excellent. Même. Ah ouais. Absolument. Ça, ce sont des expressions. Enfin, ça, c'est une chanson. C'est ses créations. Ouais, que tu as traduit. Oui, j'ai traduit. Enfin, je l'ai fait traduire. Je parle pas encore parfaitement malgache. Pas assez pour traduire ces chansons. Non, parce que là, c'est la fin du livre. Il est dans une classe et il répond à des questions d'enfants. Voilà. Oui, j'ai fini sur cette transmission, parce qu'il est dans la transmission. Il est professeur, enfin il essaye, tant bien que mal, voilà. Parce que c'est compliqué de travailler Madagascar en étant musicien. Et dans la BD, oui, c'est-à-dire qu'il y a je passe d'un espace-temps à un autre. Et je raconte sa vie quand il était gosse, et à certains moments, je représente notre relation, des moments qu'on a vécu ensemble aujourd'hui. Ah oui. D'ailleurs, on voit que tu. Moi, ça me fait marrer parce que quand tu étais là, c'est toi. C'est moi, oui. Oui, tu te vois bien. T'as un peu la bouille du petit malgache, voilà. Vous êtes tous un air de fraternité, là. C'est quand même quelque chose. Je me suis faite en petit garçon malgache. Oui, en petite fille manquée. Enfin, on appelle les garçons manqués, quoi. Voilà. Ah oui. Tu dois être un petit peu dans la vie en même temps, peut-être. Je pense. Voilà, non, c'est très particulier comme BD, justement. Je me réfère à ce que disait l'éditeur. Vous, les carnétistes tribulants, vous n'êtes pas des BDistes. C'est vrai que vous n'êtes pas des BDistes au sens traditionnel de la BD. Mais justement, c'est ça qui est intéressant et passionnant, c'est que vous arrivez
à raconter des histoires d'une façon telle que c'est pas la BD classique, non, mais c'est quand même une BD, c'est quand même une organisation BD sans les cases, sans toutes ces choses-là. Oui. Quoi. Voilà, alors c'est pas général, hein. Il y a des carnétistes, par exemple des carnétistes tribulants, Gaëtan Nock qui vient de sortir aussi une bande dessinée, c'est beaucoup plus classique, c'est un truc absolument magnifique. Il y a des cases et tout. Moi, c'est vraiment un choix très clairement. assumé. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, j'ai pas voulu faire de cases parce que je voulais rester dans le croquis l'esprit du croquis fait sur le vif, tel que je le pratique en voyage. Mais ça, j'ai une copine, c'est une dessinatrice de BD, justement un peu dans ce. Elle travaille au pinceau. Et elle aussi, il y a 10 ans, 15 ans, je sais plus quand je l'avais invitée ici. Et elle, c'est pareil, elle fait pas de cases, etc. Je trouve que c'est le croquis, mais c'est beaucoup plus, je trouve, je ne veux pas dire d'énormes méchancetés, mais c'est beaucoup plus artistique, je trouve, d'une certaine manière, beaucoup plus libre que la BD classique. Voilà. En fait, la BD, c'est un support comme un autre d'expression et moi, je vois surtout comme une possibilité infinie d'expression, effectivement, avec une grande liberté. Voilà, c'est ça. Il y a plein de choses qui se font très diverses. Non, mais là, si tu veux, le fait de ne pas enfermer les images dans des traits, dans des traits rigides, ou même comme être plus libre, ça ouvre, je trouve ça aère non seulement la mise en page, mais voilà, on est plus proche. Les gens qui sont dans ces images, comme ils sont pas encadrés, on y rentre, je trouve, plus facilement, quoi. C'est presque physique, tu vois. On est vraiment en contact avec eux. Il n'y a pas cette barrière des bars ou des casques, tu vois. Voilà. Tant mieux, ouais, si ça donne cette. Non, mais vraiment. Si tu veux, il n'y a pas. Voilà, c'est pas dire, voilà, oui, mon dessin, oui, bien, il est encadré et tout. Non, on est dedans. Ça bouge, ça vit, ça chante. Il y a du remuement, quoi. C'est pas un truc complètement fermé qui bouge pas. Voilà. Bref, bon. Alors cette BD, en fait, c'est plusieurs années de boulot. C'est toutes tes voyages. Alors c'est 1 an et demi de travail. Hein. Ouais, c'est long de faire une BD. Et là, c'est vrai que sachant maintenant ce que ça représente en termes d'investissement, j'ai un peu de mal à vraiment rentrer là dans la deuxième parce que pour celle-ci j'ai vraiment érigé des remparts autour de moi. J'ai été obligée de me mettre dans une espèce de bulle, devenir une espèce de moine copiste obsessionnel, monomaniaque. Et ça se ressent pas non, mais avec grand bonheur. Mais c'est vrai que pour la vie familiale, c'est pas top. Non, bien sûr. c'est jamais top dans les vies familiales. Il y a des séquelles. Ouais. Oui, les vies familiales des artistes, c'est jamais top, parce qu'évidemment, il y a un côté très égoïste pour pouvoir arriver à faire une création. Le terme d'égoïsme, effectivement, est... non, mais c'est vrai, il y a forcément... on peut voir ça comme ça. Moi, j'ai pas le choix. Je peux que procéder comme ça. Et donc là, je sais ce qui m'attend et voilà. Il va falloir que je fonce. Donc pour cette deuxième BD. Et puis il y a un deuxième livre aussi qui est en route. Donc pour 2018, fin 2018, avec les éditions Elitis à Bordeaux. Où ça va être plutôt une édition de mes carnets de voyage. Voilà, donc il y a quand même un texte à écrire aussi. Donc voilà. Donc oui, je suis à fond. On sera heureux de t'aider, enfin pas t'aider, mais de te recevoir ici pour évoquer tout ça, parce que c'est vrai que c'est pour les gens de radio comme nous. Ça parle beaucoup plus, si tu veux, ce genre de travail que, encore une fois, du dessin de BD classique, même si ça peut être magnifique. Enfin, il n'y a pas cette... Moi, en tout cas, ce que je ressens à la vue plus qu'à la lecture, parce que j'ai pas eu le temps de le lire, évidemment, mais
on regarde. C'est une grande liberté, quoi. Voilà, ça n'agresse pas. Ça invite à rentrer dedans, ça invite à rencontrer les gens. Je répète encore une fois, sans aucune barrière, sans aucune direction bien précise. Il faut que vous regardiez ça. On le regarde pas, on rentre librement dedans où on passe. Mais voilà, c'est ça l'intérêt, je trouve, du croquis, enfin, ou en tout cas de la BD plus croquée que savamment dessiné, quoi. Voilà, ça, il y a une émotion là-dedans, il y a une âme que personnellement je ne trouve pas forcément dans les BD mieux ordonnées, si tu veux. Toi, tant mieux pour l'émotion. C'est vrai que quand Jean Pissou m'a raconté toutes ces anecdotes, je me suis dit, moi, ça me plaît tellement et j'ai tellement de plaisir à les raconter que forcément ça va plaire à d'autres personnes aussi. Forcément. Voilà, donc c'est une BD qui est rééditée là, ça veut dire quand même que voilà, en 1 an ça a bien marché, même si c'est des petits tirages. Moi je suis contente, je l'ai présenté à Angoulême, ça a super bien marché. J'ai dédicacé à tour de bras, c'était pas désagréable parce qu'on se dit voilà, quand il y a 5000 BD qui sortent en France par an, la mienne, c'est un premier jet. Comment est-ce que ça va être accueilli? Puis non, j'ai eu des super critiques. Et puis voilà, ça continue à tourner. Il y a 1 an, en mars dernier, j'ai été invitée par l'Alliance française et l'Institut français de Madagascar pour présenter la BD. Et donc, quand on me demande bon, voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, alors une expo, ok, une belle expo avec mes croquis de voyage, avec les planches originales. Alors ça, c'est dans une super galerie de l'Institut français à Tana. Je peux proposer aussi des ateliers. Allez, hop, on y va pour les ateliers. Et ce qui me tient vraiment à cœur, parce que je trouve que j'ai une chance inouïe de faire tous ces voyages à Madagascar, enfin d'être envoyée là-bas, parce que je n'ai pas les moyens de me payer un billet, disons-le clairement. Donc à chaque fois, c'est des occasions que je cueille de fil en aiguille, comme ça je brode ces voyages sur Madagascar qui alimentent aussi mon travail. Donc qui dit voilà, je me nourris de ce pays, des rencontres que j'y fais, et je me sens le devoir, enfin même l'envie d'avoir à chaque fois cette idée de redonner en échange, et surtout voilà la chance de pouvoir moi avoir un passeport, de me payer le visa d'entrée à l'aéroport, de pouvoir rester le temps que je veux dans un pays, alors que c'est pas le cas de mes amis malgaches quand même. Il faut savoir que c'est compliqué d'avoir un visa pour sortir de Madagascar, Et même pour se faire un passeport, il faut avoir les moyens aussi. Ça coûte, ça prend du temps. Enfin, tout est lourd, tout est difficile. Et moi, j'ai cette liberté-là de me balader partout où je veux dans le monde. Donc quelque part, voilà, je me dis à chaque fois que je suis à Madagascar, comment je vais faire pour faire bénéficier des gens de ma présence. Donc ok, c'est bien, je fais une belle expo, je fais des ateliers, mais au-delà, qu'est-ce que je fais? Voilà, donc ce que j'ai proposé à l'Institut français, à l'Alliance, donc l'année dernière, c'était d'organiser un concours pour valoriser des dessinateurs malgaches, qu'ils soient professionnels ou pas. Et donc j'ai donné un thème, j'ai fait 2 ateliers de préparation complètement ouverts, sans limitation de personnes, surtout pas payant évidemment, et donc je leur ai montré des tas de choses sur le rapport entre le reportage dessiné et la bande dessinée. C'est quelque chose qui me tient très à cœur, et j'ai imposé un thème. Je leur ai dit voilà, ça va s'appeler Mes yeux dans Tana. Donc vous partez dans Tana et vous me racontez des anecdotes sous forme de bande dessinée. Voilà, j'ai eu 3-4 lauréats, des choses absolument formidables, et j'ai réussi à avoir un partenariat avec l'Express de Madagascar, qui est un grand quotidien à Madagascar, qui a accepté de publier en fait les lauréats. Donc ils avaient une visibilité, au moins ça. Voilà.
Et puis surtout, un truc qui me tient vraiment à cœur de raconter ici, c'est que voilà, je suis arrivée pour présenter ma BD, vous la voyez, un bel objet cartonné, couverture cartonnée, on retourne le livre, quatrième de coup, 22 €. 22 €. 22 €, c'est pour des gens qui vivent avec moins de 2 € par jour. Bon, voilà, ça, à nouveau, je suis rattrapée, je veux faire un truc sous forme de BD pour que ce soit lu par les Malgaches, et pof, je me retrouve piégée avec un super bouquin qui est inaccessible. Putain, je fais quoi là? Je fais quoi? Donc je réfléchis, et puis je propose à Jean Pissou de monter un concert dessiné. Alors, on a fait ça. On a créé un concert dessiné. J'ai scénarisé en fait j'ai extrait quelques anecdotes un peu truculentes de la BD. Et puis lui, il m'accompagne en musique avec ses créations musicales, avec 2 autres, un percussionniste et un bassiste. Et voilà, donc je dessine en direct, je raconte, il chante, il fait de la musique. Et j'avais jamais fait ça de ma vie, j'étais jamais montée sur scène. Mais on a fait 8 représentations à travers Madagascar. Et puis les gens rigolaient, les gens pleuraient. Donc on a quand même réussi à passer une émotion, quoi. Donc c'était grandiose. C'était génial. Et mon rêve, c'est de le faire tourner en France, ce spectacle. Et ce qui est génial, c'est qu'en juillet, là, on est invité à Mayotte par le Centre régional du livre et de la lecture, qui nous invite pendant 20 jours pour présenter ce spectacle, faire des ateliers. Voilà. Super, c'est super. On y va? C'est bon comme un bonbon, c'est doux comme un bisou, plus grand que l'océan, brillant comme le firmament, sourire d'amour. Promesse à l'espièglerie, ça chante comme un chant fleuri. Ça se demande pas, ça ne s'achète pas. Le sourire d'amour. Quand y est pour toi, tu peux pas te tromper. Droit en plein cœur, pas celui d'à côté. Quand y est pour toi, tu peux pas te gourer. T'es le roi du monde et pas qu'à peu près. C'est bon comme un bonbon, c'est doux comme un bisou, aussi chaud que le soleil, la 8e merveille, sourire d'amour. Sucré comme du caramel, sentiment d'être immortel, ça stoppe les armes, ça tire les larmes. Le sourire d'amour. Quand y est pour toi, tu peux pas te tromper. Droit en plein cœur, pas celui d'un côté. Quand y est pour toi, tu peux pas te gourer. T'es le roi du monde et pas qu'à peu près. Ouais, c'est bon comme un bonbon, c'est doux comme un bisou, ça efface la galère, tu porterais la terre entière, sourire d'amour. Ce petit plissement de frimousse, c'est la vie qui éclabousse, et ça s'il est en danger. Le peuple entier se lève, faut pas
pas y toucher, c'est bon comme un bonbon, c'est doux comme un bisou, ça se demande pas, ça ne s'achète pas. Le sourire d'amour, oh, C'était le sourire d'un môme interprété par Flo. Pendant que nous papotions dans le studio avec Geneviève, justement, sur pourquoi dans ces pays de grande misère matérielle, et elle expliquait que un livre comme celui qu'elle a produit pour Madagascar, je dis pour Madagascar parce qu'en fait, il est produit plus pour eux que pour nous, dans son esprit, mais en tout cas, ils ne peuvent pas l'acheter, quoi. Donc, il a fallu qu'elle trouve des solutions pour pouvoir leur rendre la monnaie de leurs pièces, pour parler simplement. Et ça aussi, je trouve d'une certaine manière, c'est quand même quelque chose d'assez peu ordinaire qu'une dessinatrice de BD s'investisse à ce point-là pour, si vous voulez, rendre aux gens de ce pays dont elle a tiré quand même une œuvre d'artiste qui s'ajoute si vous voulez, à sa bibliographie quand même, mais elle veut rendre tout ça à ces gens-là, et c'est très difficile de le rendre puisque il faut trouver des solutions de manière à ce qu'ils puissent recevoir leur part d'une espèce de gloire. non, je déconne. Enfin, c'est un peu ça aussi, quand même. Voilà, et ça, pour moi, c'est très important de rencontrer des artistes ou des êtres humains, tout simplement, qui, justement, sont restés des êtres humains, qui n'ont pas été bouffés par tout ce qui bouffe la civilisation occidentale, qui perd tout à fait tous ses repères, qui n'a plus qu'une obsession, c'est de se faire du fric. Voilà, sur le dos surtout des plus pauvres. Voilà, parce que de toute façon, c'est pas dans l'édition qu'on se fait du fric. Hein, non. Enfin, dans la majorité des cas. Non, bien sûr. Non. Que ce soit bien clair. Oui, tout à fait. Ouais. Non, c'est ça. Non, mais ce qui est, voilà, c'est comme elle vous l'a dit tout simplement, Geneviève, elle va pas là-bas en classe affaires. Elle n'a pas le fric pour se payer ces voyages-là, donc elle est aussi d'une certaine manière pas une misérable, mais enfin, elle est quand même pas non plus une richissime dessinatrice de BD qui peut investir dans des voyages au long cours comme ça en avion. Là, ça doit coûter assez cher quand même pour aller là-bas. Ouais, c'est à peu près 1 000 €. 1 000 €, aller-retour. Aller-retour, oui. Ouais. Voilà. Oui, en gros, quoi, autour de ça. C'est combien d'années de vie d'un malgache? On compte plus. On compte plus, voilà. Comme ils disent. Ouais. Non, bien sûr. Ils disent ça souvent, on compte plus. On compte plus, ouais. Oui, non, c'est important de préserver ses rêves. J'essaie de préserver mes élans et ces envies-là, parce que voilà, c'est une bataille au quotidien, hein, et je suis loin de la gagner tous les jours. Hein. J'ai des grands moments d'abattement aussi. Et Madagascar n'est loin d'être un pays facile. C'est un pays qui m'exalte, qui me nourrit, comme je disais, mais qui peut aussi me désespérer. Je vois pas. Il y a des moments où je me dis mais merde, mais qu'est-ce que je fous là ? Et puis ça passe, et puis il y a autre chose qui arrive, et je me dis ah ouais, bah oui, bien sûr que je suis là pour ça. Voilà. C'est un pays difficile. Ouais. Difficile par la misère, difficile. Désespérant parce qu'on voit pas la solution, parce que c'est de pire en pire, parce que c'est un pays qui est pillé par tout le monde sauf par les Malgaches eux-mêmes, enfin quoique. On parle des Chinois. Il y a des belles routes d'un coup qui fleurissent. On se dit ah tiens super, il y a une route là. Ah bon, qui a construit ça ? C'est les Chinois.
Ok, et ils ont eu quoi en échange? Ah oui, le droit à l'exploitation minière dans telle zone. D'accord. Donc on sait très bien ce que ça veut dire. Ils arrivent, ils exploitent, mais c'est pas que les Chinois, hein, c'est les Indiens, c'est les Français, les Britanniques, tout le monde, sauf les Malgaches, qui sont de plus en plus pauvres. Alors je vais pas parler ici des politiciens malgaches, hein, c'est pas la peine. Non. Enfin, on rigole bien. Il y a une image qui dit ils arrivent au pouvoir, ils sont tout maigres, hein, comme tout le monde, et puis au bout de quelques mois, ils ont la grosse nuque et le gros ventre. Voilà. Bah, c'est un peu comme ça ici aussi, hein, tu vois. Mais oui, et encore une fois, on n'a franchement aucune leçon à donner. Ah non. Aucune leçon à donner, non, surtout. Voilà, donc essayez surtout d'apporter ce qu'on peut, et puis ouais, je suis peut-être naïve, j'en sais rien, je m'en fous. Mais c'est bien je d'être suis naïf. peut-être, ouais, enfin non, pas trop, pas trop naïf, mais en tout cas, ouais, préserver une certaine fraîcheur de regard, puis d'avoir envie de continuer, surtout. Pas être trop dégoûté. Oui, ça doit être difficile. Quand on est confronté à chaque voyage, on va retrouver, comme tu disais tout à l'heure, avec ce puits, voilà, on est parti, il y avait un beau puits, on vient, il y a qu'un trou avec de la terre au fond, quoi. Oui, c'est quand même fascinant de voir le nombre d'associations qui ont des actions sur Madagascar, et puis finalement, rien ne bouge fondamentalement. Ouais. Et ça viendra pas du gouvernement, hein, c'est pas la peine. Non. Donc on fait ce qu'on peut, on continue, et puis moi c'est une histoire que je souhaite continuer à écrire avec Madagascar. En septembre-octobre, Jean Pissou, normalement, est invité en résidence avec un conteur français, un berger, qui est invité par l'Alliance française pour faire une tournée à Madagascar en novembre. Ce monsieur, Alain Larribey, c'est un conteur. De quelle région ? Des Pyrénées. Des Pyrénées. Ouais. Il voulait faire un spectacle avec quelqu'un qui avait un peu la même histoire que lui, et forcément, bon, la BD révèle aussi Jean Pissou. C'est sûr que, voilà, c'est quelque part, cette histoire, enfin, cette BD, ça lui offre une forme de visibilité, puis même d'immortalité, je dirais. C'est génial. Bien sûr, tout à fait. Et ça donne aussi, les gens le voient autrement. Les directeurs des alliances françaises, du coup, pensent à le mettre en contact. Et donc, ce conteur, Alain Larribey, va le faire venir en France, normalement, pour monter un spectacle. Alors lui, le berger, qui a eu une histoire quand il était gamin, qui était berger, et Jean Pissou, qui était bouvier quand il était gamin, qui allait en brousse jouer de l'accordéon à ses ébus. Et donc, j'espère pouvoir m'associer à ce spectacle qui va se monter, repartir avec eux. Je sais pas, c'est un espoir, mais bon, c'est pas évident. En tout cas, il sera en France, et du coup, ça va me permettre de proposer à des festivals ou à des structures comme des médiathèques ou des scolaires notre spectacle, sur notre concert dessiné sur le tamarinier de Béthiouk. Voilà. Avis à la populace. Nous allons faire tourner ce spectacle. Donc voilà. Ouais, écoute, tu nous renverras les infos le moment venu, qu'on diffuse, quoi. Septembre, octobre. Mais ouais. tu penses que ça serait possible un jour que Pissou se trouve dans ce studio avec toi? J'y pense fortement. Ouais. J'y pense très fortement. Ouais. S'il vient en septembre, octobre, on viendra parler de notre travail ici. Ouais. Ah ouais. Non, ça serait magnifique. Il viendra avec son accordéon. Ah oui, tout à fait, oui, bien sûr. Il y a des fois des musiciens ou des chanteurs qui viennent au studio et qui tapent un petit peu le clavecin et tout ça pour le clavier, plus que le clavecin. Oui, en direct, ouais. Ouais, on viendra avec grand plaisir. Ouais.
Bon, on prend une Ouais, note. Hein. super. Et tout à l'heure, justement, on avait diffusé le sourire d'un môme. Là, on a mis ça parce qu'on a vu que tu avais bossé beaucoup avec les enfants, que tu avais été au Cambodge. Je sais pas, est-ce que tu as envie d'en parler un petit peu de ton boulot au Cambodge? Alors, c'est un boulot qui date un peu. Je suis allée faire des ateliers avec les enfants des rues qui sont accueillis par les centres de l'ONG Friends International qui a été fondée par mon grand frère Sébastien Marot. Donc c'est à Phnom Penh. Hein. Maintenant, il y a plusieurs centres qui ont été ouverts à la demande des gouvernements parce que c'est un peu une ONG pilote. Il fait un boulot vraiment extraordinaire, très une prise en charge globale, intelligente, qui va au-delà de la prise en charge des enfants, de la rescolarisation, etc. Donc j'ai vécu ça de près. Je suis allée 2 fois. Et voilà, là, pour le coup, c'est vraiment... Friends International, c'est vraiment une ONG exceptionnelle. Ouais. Mais dis donc, la fratrie, là... c'est bien. Moi, je suis rien à côté de ça. Oui, bien Ouais. sûr. Non, ça vraiment, va être vraiment nul. Enfin, bon, y a rien du tout. On aime bien inviter les gens qui sont rien du tout. Nous, d'ailleurs, c'est notre vocation. Non. On est toujours un peu nul par rapport à d'autres qui sont plus, on croit. J'ai pas dit que je suis nulle. Hein. Je dis pas ça. Je dis que voilà, c'est. Vous avez quand même prononcé le mot nul. J'ai dit je suis rien. C'est. Non, t'as dit nul. C'est pas comparable. Non, c'est toi qui l'as dit. C'est moi. Ah ouais, bien. Des fois, j'oublie que c'est moi qui dis des conneries. J'en dis tellement. Bon, écoute, comme je sais que tu dois partir à la nuit, on va abréger, rappeler. Il faudrait que tu nous rappelles un petit peu tout ça, où on peut trouver le bouquin. Sous le thème araignée de Betioki, aux éditions La Boîte à Bulles, dans les meilleures librairies, forcément. Il y en a une qui est juste à côté, rue de Charonne, boulevard de Charonne, BD Net Nation. On la trouve là, mais voilà, sur Internet. Et puis je fais même des dédicaces si on me le demande. À 1000 pages à Vincennes, vous allez être aussi, non? Ouais, probablement. À Publico, je regarde Publico, peut-être pas. Il faudrait leur proposer. S'ils l'ont pas, on peut le commander. Enfin, voilà. Encore une fois, elle vient d'être rééditée. Il faut y aller, quoi. D'accord. Parce qu'on va mettre tout ça sur notre blog pour les auditeurs. On a un auditeur, nous, qui est en général, quand quelqu'un comme toi vient ici, il achète le bouquin régulièrement. Non, Dominique? On aura le droit à une dédicace, alors. Ouais. Et c'est un vieux militant stalinien. Cool. 79 ans, toujours vert. Ouais, non, c'est... Voilà. Alors, ça, c'est pour le bouquin. Il y en a d'autres de toi, mais on n'en parle pas maintenant, on en parlera... Ah bah non, tu vas en parler plutôt avec... sur mon site, on peut voir tout. Oh oui, ça, alors, je vous conseille d'aller sur son site. Alors, avant, vous prenez un grand verre d'eau fraîche. Il y a matière, on doit dire. Hein, j'espère que c'est pas indigeste. Non, pas du tout indigeste, non, mais surprenant, sûrement. Oui. Voilà. On a tout dit, non, on n'a pas tout dit, évidemment, mais bon, alors, donc, avec les carnétistes aussi, vous avez un projet? On a plusieurs projets, oui. Bon. On en reparlera. Oui, donc, pas de souci pour Geneviève, hein. Vous la laissez tranquille, vous ne pas trop lui mettre la pression. Elle se la met toute seule suffisamment, il n'y a pas de souci, elle n'a pas besoin de personne. Hein, voilà. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Hein. On s'en est rendu compte. Bien, écoute, on te remercie encore une fois, et tu ne nous remercies pas une deuxième fois, ça suffit, on va pas passer son temps à se remercier. Nous, on doit remercier, parce que c'est grâce à toi qu'on fait une émission quand même. Ouais. Et c'est important pour nous de faire des émissions, voilà, et des émissions avec des gens comme toi, c'est toujours quelque chose qui nous donne envie de poursuivre, parce que bon, c'est pas tout à fait ordinaire. Ouais, merci. À très bientôt. Merci, Geneviève. à très bientôt. Au revoir. Donc là, on a programmé justement une chanson de marin. On a pensé à ton papa. Donc c'est les Calfas par les Marins d'Iroise. Parce que c'est grâce à son papa, peut-être qu'elle est comme ça maintenant. Hein, c'est bien vrai. Hein, c'est vrai. Ouais. Papa et maman. Quand un bateau
vous voyez là-bas. On voit pas le mal et toute la peine que donnent ceux qui sont sur les rames. Dans les tourments d'un gourdon, vous voyez bien ce tabac. C'est ma bordée, mon équipage. C'est tout Calfa, c'est tout Calfa. On trouve partout des ministres, des sénateurs, des députés, des charpentiers, des ébénistes, et même des douaniers retraités. On trouve des femmes de ménage, des nourrices et puis des soldats. Mais ce qu'on trouve plus, ça c'est dommage. Des tas de Calfa, des tas de Calfa. Je le jure sur la pigoulière, j'avais entendu turbin dans le camp, que j'ai vu m'aborder entière, tous les jours en cracher le sang. Mais à présent sur ma parole, adieu Maillet et Patara, avec toute leur sacrée casserole. Y'a plus de Calfa, y'a plus de Calfa. Maintenant que la tôle fait le bordage, y'a plus moyen de faire ses frais. On a supprimé le calfatage, on s'est du propre leur progrès. Toi que nos fils feront de notre carrière, des ingénieurs, des avocats, autant brûler la pigoulière. Faut plus de Calfa, faut plus de Calfa. Donc c'était les Calfa par les marins d'Iroise. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, l'émission à racaille qui va se faire seppuku bientôt, et notre camarade illustratrice Geneviève Marot qui va prendre la route. Alors, je vais vous dire, elle nous a fait un cadeau somptueux, elle nous a offert sa BD, nous qu'on est des espèces d'avaricieux, on est bien contents, elle va nous même nous la dédicacer. Voilà, pour tout de suite vous causer des expositions, camarade Piquet-Cou qui est commise à ce genre d'explication de texte. Ouais. Alors c'est pas vraiment une expo, c'est Clément Skenvert, ce graveur qui grave tout ce qui lui tombe sous les Tout dans ce les qui mains. bouge. Ouais, tout ce qui bouge en fait fait une invitation porte ouverte. J'ai l'impression qu'il va changer d'atelier. Ouais. C'est pas très, j'ai pas trop compris. Enfin, il ouvre son atelier. Donc son atelier est au 164 rue Diderot à Vincennes. C'est pas très loin du métro Château de Vincennes. Donc il reste aujourd'hui entre 16h et 20h et demain entre 10 et 14h. Et là, il met tout à disposition, tout son matériel de gravure, tous ses t-shirts, tous ses bois. Enfin, j'ai l'impression qu'on peut trouver tout ce qu'on veut dans son atelier. Donc moi, je pense que je vais peut-être essayer d'y passer pour savoir pourquoi il liquide comme ça son atelier. Est-ce que c'est la vie de province qui d'un coup le prend? Je sais pas trop, quoi. Ouais, on a déjà perdu un sculpteur magnifique qui s'est tiré dans le Gers avec toute sa petite famille. Alors si Clément fait la même chose, c'est triste. Enfin bon, ça sera heureux pour lui, mais c'est un graveur quand même assez exceptionnel. Voilà. Ouais. Donc après les autres expositions, c'est quand même du remâché. Donc on peut rappeler Carrel Apple, donc au musée d'art moderne jusqu'au 20 août, et Gilbert Père aussi, qui est à la Halle Saint-Pierre, ce sculpteur électromaniaque, qui jusqu'au 23 avril. L'exposition avait été prolongée, mais là elle se termine le 23 avril. Donc ça c'est à la Halle Saint-Pierre. On peut citer aussi, c'est l'exposition Topor à la BNF qui vient, elle, juste de commencer. Donc elle sera ouverte
jusqu'au 16 juillet 2017. Et qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Michel Nedjar, au Lam, à Villeneuve-Gasque, donc dans le nord de la France, à côté de Lille. Voilà. Et puis dans le culturel de la semaine, il y a des films dont Artemisia de Agnès Merlet, L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville, La Revanche de Vermeer de Jean-Pierre Guillaume et Guillaume Cotet, Premier homme de Frédéric Fouja et Jérôme Guillot, sous la direction scientifique de Pascal Pic. Ouais, alors tu as peut-être été un petit peu rapide. Non, Ah oui, d'accord, c'est une façon rapide. Donc Artemisia qu'on a découvert, donc Artemisia Gentileschi, cette femme peintre au XVIe siècle, qui avait un père peintre et qui s'est senti cette passion pour la peinture, qui apparemment travaillait avec ses frères, le père donnait des cours et qui était bien meilleur que ses frères. Et à l'époque, les femmes, bien sûr, ne pouvaient pas aller à l'académie, donc elle a reçu des cours particuliers d'un autre peintre avec une sombre histoire d'amour et de viol, mais enfin ça permet, elle a quand même fini par, elle est reconnue comme peintre, une des premières grandes femmes peintres, quoi. Oui, et puis elle vendait des œuvres à ceux qui les achetaient habituellement, c'est-à-dire le clergé, etc. Ouais, c'est un film magnifique, en plus, et l'actrice est assez... vraiment, elle est possédée par son rôle, quoi, on peut le dire. Une actrice italienne. Ouais. Alors, L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville, alors c'est une vieille lune, ça c'est très ancien, c'est les années 60, je crois. 69, ouais. Mais c'est du Jean-Pierre Melville, c'était un cinéaste assez du noir et blanc qui faisait... Voilà, il faisait pas de fumée, lui, il faisait vraiment des très très bons films. Avec Lino Ventura, Simone Signoret, Paul Meurice, Jean-Pierre Cassel, enfin quand même du beau monde, quoi. Du beau monde, voilà. Alors évidemment, vous pouvez le revoir ou le louer ou je sais pas, faire ce que vous voulez. Et puis La Revanche de Vermeer, c'est pas encore La Revanche de Geneviève Marot, mais c'est La Revanche de Vermeer. C'est aussi un film assez passionnant sur la vie de Vermeer. Un documentaire qui était passé sur Arte, donc qui raconte effectivement Vermeer, qui a quand même été oublié pendant à peu près 150 ans, quoi. Donc qui revient sur la scène. Donc ce doc raconte en même temps tout le contexte historique de la Hollande à cette époque-là, quoi. Il y a l'œuvre de Vermeer, il y a sa façon de créer, mais parce que Vermeer en fait a fait très peu de tableaux. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, c'est un peu toute l'histoire de la création de Vermeer et des Pays-Bas à cette époque-là, quoi. Vas-y, Robert. Oui, alors je poursuis, parce que notre camarade Geneviève s'en va. Alors on pleure tous dans le studio, là, on est là. Je se reprendre, il faut dire. Alors je sais même pas de quoi parler Piquet-Coup, mais enfin bon. Moi je vais pas, je sais pas si elle vous a... Ah oui, on était au Premier homme de Frédéric Fouja. Et Jérôme Guillot sous la direction scientifique de Pascal Pic. Alors là, c'est quelque chose quand même d'assez aussi étonnant. Un film sur le premier homme qui envoie au tapis toutes les idées reçues et toutes les recherches scientifiques sur le sujet, depuis qu'on s'intéresse au sujet, que le grand public s'intéresse au sujet. Je parle du premier homme, c'est bon. Ouais, moi, c'est un film que j'ai pas pu voir le doc, mais par contre, j'ai mis en dispo sur YouTube, il y a l'entretien de Pascal Pic, là, qui est un paléontologue, qui a servi de directeur scientifique pour faire ce documentaire. Et déjà, rien que d'écouter Pascal Pic pendant une demi-heure, c'est passionnant, quoi. Ouais. Ils expliquent effectivement comment on est revenu avec toutes les dernières... tout ce qu'on a, les dernières découvertes, comment on arrive de plus en plus à comprendre comment est arrivé ce premier homme. Et là, on est plus dans vraiment le premier homme d'il y a plusieurs millions d'années. Oui, tout à fait. Ouais. On revient sur la découverte du feu, qui ne serait pas il y a 500 000 ans, mais il y a pratiquement 1 million d'années. Enfin... Et que si l'homme a pu devenir ce qu'il est, c'est grâce au sommeil, parce que, si vous voulez, les mammifères ne dorment que quelques minutes d'affilée, ils se réveillent, ils se rendorment, ils se réveillent. Et l'homme a fait des nids dans les arbres, en haut des arbres, où il se sent en sécurité, et donc il a dormi des nuits entières, et c'est ce qui a permis au cerveau de se reposer, etc., etc. C'est tout un processus scientifique. On n'est pas compétent pour l'exploiter ce matin. Enfin, c'est à voir ou à revoir, c'est passionnant. Voilà. Sauf des mouchards et des gendarmes,
vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins, parisiens de la misère, les heureux même sont tremblants, la mode est au conseil de guerre, et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouge, valets de roi et d'empereur. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Demain, les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service et le pistolet en sautoir. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuples et des curés. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusqu'à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusqu'à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la République de la justice et du travail? Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Francesca Solvi, La Semaine sanglante.